soir, on va débuter cette dernière conférence pour 2022 du cycle Les inventions esthétiques de la photographie, donc, qui est organisée avec Anne-Cécile Guilbard, donc, du master littérature et culture de l'image de l'Université de Poitiers. Et donc, on a le grand plaisir ce soir de recevoir Jean-François Chevrier, qui est historien de l'art, qui est commissaire d'exposition, critique d'art, qui a été enseignant aux Beaux-Arts entre 1988 et 2019 et est commissaire de nombreuses expositions, j'en cite quelques-unes. Une autre objectivité, Walker Evans et Dan Graham, l'art moderne selon Mallarmé, et qui a publié beaucoup de livres. Je vous invite à aller voir ses travaux. On a d'ailleurs, avec le partenariat avec la librairie La Belle Aventure, il y en a deux ici. Alors malheureusement pas le Jeff Hall qui est paru chez Azan, ni le John Copeland, mais je vous ferai circuler mon exemplaire, qui est apparu en 2020, il me semble, John Copeland, donc un corps. C'est l'année dernière, non ? 2021 2021, oui, merci Elia. Et donc, les deux livres qui sont à disposition, donc c'est Entre les beaux-arts et les médias, photographie et art moderne, et le second, Les relations du corps. Donc, dans ces travaux, notamment, il y a ce rapport entre la photographie et la peinture. Et là, on va parler justement tableau et montage dans les années 1980 avec ces deux artistes photographes. Donc, John Copeland a été aussi peintre. Qui a fait plutôt des petits formats, et Jeff Hall, vous le verrez, plutôt des formats surdimensionnés. Voilà. Et donc je laisse Anne-Cécile présenter plus amplement notre conférencier. Je vous remercie. Merci Héloïse. C'est un grand honneur de recevoir Jean-François Chevrier ce soir, puisqu'il est un auteur important quand on s'initie à la photographie, à son histoire, à sa théorie. Il a notamment, alors je vais parler à la première personne, c'est comme ça que je veux dire le moins de bêtises. Il a notamment créé ce concept de forme tableau qui d'un seul coup permet de voir de manière tout à fait différente des choses qui commençaient à se faire dans les années 80, et notamment avec Jeff Hall, il en sera sans doute question. Cette forme tableau en photographie dénoue, ou plutôt engage un nouveau réseau, un nouveau paradigme dans la manière d'appréhender les photographies, c'est-à-dire entre la question de la forme tableau, mais il en sera sans doute question, et puis la question du document. C'est une vieille articulation dont on a du mal à défaire. Et s'il y a, entre autres, un apport théorique majeur de Jean-François Chevrier sur cette question-là, c'est bien celle de la forme tableau et l'expérience du document. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, je dois dire, puisque le master littérature et culture de l'image est bien là, merci aux étudiantes d'être présentes ce soir et d'accompagner notre public. Moi, le premier livre que j'ai lu de Jean-François Chevrier, c'est Proust et la photographie. Donc, entendons que ces affaires de littérature et d'image ont parmi leurs références, je le dis aux étudiantes, ce monsieur qui est parmi nous ce soir. Donc, merci beaucoup, Jean-François Chevrier, d'avoir accepté notre invitation. Et merci de nous présenter cette invention esthétique vraiment de la photographie au XXe siècle. Merci beaucoup. Donc juste deux petites précisions. La monographie de Jeff Hall a deux éditions. Je vous conseille plutôt la seconde édition qui est mise à jour. Il en faudrait une troisième maintenant parce que l'œuvre a beaucoup évolué, mais bon. Et quant à Proust et la photographie, pareil, il y a deux éditions. La première édition est parue en 82 au Cahier du cinéma. Il y avait une collection comme ça dans laquelle sont parus un certain nombre de titres devenus un peu historiques. Et photographie, cinéma, voilà. Photographie, littérature, cinéma, c'est un peu un triangle. Hein, bon. Et le Proust est paru dans ce contexte. J'avais le souci quand même de mettre en avant la photo plutôt que le cinéma.
Alors c'est très amusant. Il y avait à l'époque toutes sortes de débats sur la question. Par exemple, Raymond Bellour avait fait un compte-rendu de mon livre. Je vous conseille de lire le compte-rendu parce que lui, il met en avant le cinéma. Et il pense que Proust nous apprend beaucoup plus sur le cinéma que sur la photo. Voilà. Donc c'était les débats de l'époque. Hein. Alors aujourd'hui, je ne sais pas du tout où ça en est, mais en tout cas, je ne pense pas que c'est la même actualité, ce débat-là aujourd'hui. Et la deuxième édition du Proust à la photographie est très différente puisque dans la première édition, l'illustration était constituée d'images de deux artistes actuels, contemporains, un Français, Pierre de Fenouil, et un Allemand, Holger Trulsch. Et dans la nouvelle édition, là, qui est apparue il y a quoi, quinzaine d'années, non? Je ne sais plus. La première, c'est 82, donc c'est vraiment, ça fait 40 ans. La seconde, c'est, je crois, il y a 12, 15 ans, enfin bon, un truc comme ça. Et là, il n'y a plus les deux photographes actuels, il y a des daguerréotypes de Ruskin. Parce que Ruskin a écrit beaucoup sur Venise, les fameuses pierres de Venise, mais s'intéressait beaucoup aussi à la photographie. Et les images sont magnifiques. Et puis, il y a une lettre inédite de Proust, enfin, etc. Enfin, bon, donc je vous conseille modestement peut-être de comparer un peu les deux livres. C'est intéressant, parce que peut-être que ça dit beaucoup aussi sur une certaine évolution, pas seulement de l'auteur, peut-être une évolution plus large. Voilà. Bon. Sinon, en une heure, je ne peux pas traiter de tableau et montage au singulier. Vous voyez, si j'avais écrit tableau au singulier et montage au singulier, vous imaginez à quoi je m'engageais. À vous faire en une heure un topo sur ces deux notions. D'abord, ça aurait été vraiment très, très scolaire. Et puis, je serais tout simplement pas arrivé, je crois. Enfin, voilà. Donc, j'ai voulu éviter de m'engager dans une entreprise aussi périlleuse et je me suis dit on va se limiter à cette question, mais chez deux artistes, en l'occurrence donc deux artistes, Jeff Hall et John Copeland, que je connais un peu. Enfin, c'est des artistes que j'ai fréquentés. Voilà. Donc c'est aussi une façon de toujours pareil, de parler d'amis, de rendre hommage aussi à des artistes qu'on estime et avec qui on a des liens. Enfin, dans le cas de Copeland, c'est les morts, donc en plus. Voilà. Alors, le livre dont on vous parlait tout à l'heure, c'est le catalogue d'une exposition qui a eu lieu très récemment. Copeland s'est mort en 2003, en août 2003. Il n'y avait rien eu en France. Et puis là, en 2021, il y a eu enfin une possibilité de faire quelque chose, de remettre un peu son œuvre en circulation. Et donc, avec Elia, on a fait une exposition qui a été montrée à la Fondation Cartier-Bresson à Paris, puis dans un très bel endroit qui est loin malheureusement, Cherbourg, le Point du Jour. C'est un endroit de... C'est pas facile quand on habite Poitiers d'aller à Cherbourg, mais la réciproque est vraie aussi. Bon, donc voilà, c'est ce petit livre auquel il était fait allusion. Alors, le point de départ, là. Donc, je vais essayer de parler une heure, et puis toutes les frustrations que vous allez avoir, qui vont être évidemment très nombreuses, parce que comme je vous l'ai dit, je n'aurais pas abordé le sujet tableau et montage. Peut-être qu'à travers des questions, je pourrais essayer de les soulager dans la demi-heure qui suivra. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de prévoir. Donc, on va prendre un point de départ qui est 1984. Deux artistes apparaissent au début des années 1980, Jeff Hall et Copeland. Jeff Hall est probablement des deux artistes celui qui a eu le plus d'impact sur l'évolution de la photographie. Il y a la photographie avant Jeff Hall et après Jeff Hall. J'ai toujours dit, je ne vois pas pourquoi je ne le redirai pas ce soir,
que c'est le photographe majeur, le seul photographe d'ailleurs majeur des années 1980, celui qui a changé la photographie. Je ne pense pas que Copland ait changé la photographie, mais je pense en revanche qu'il n'est pas possible de ne s'intéresser qu'à Jeff Hall et qu'à ce que représente Jeff Hall, et qu'il faut aussi regarder d'autres choses. Et que parmi ces autres choses très différentes, il y a un John Copland. C'est difficile d'imaginer deux artistes plus différents. J'ai été, encore une fois, vraiment très lié avec les deux. Je suis toujours encore très, très lié avec Jeff Hall. John Copland, c'est mort. Je les ai fait se rencontrer, évidemment, une fois. C'était une catastrophe. Ils n'avaient vraiment rien à se dire, quoi. Bon. Et alors, depuis, Copland, c'est mort. Et Jeff s'intéresse plus à son œuvre. Et il a lu, par exemple, ce qui est un effort pour lui, il a lu très attentivement le livre que nous avons fait en français. Donc, mais très attentivement, il m'a envoyé une lettre avec des remarques, je ne sais pas, ça n'en finissait plus. Et donc là, il y a une petite mutation, vous voyez, très intéressante. Enfin, moi, j'ai plein d'hypothèses sur la question, mais encore une fois, peut-être qu'on garde ça pour la discussion après. Donc, Jeff Hall, né à Vancouver, c'est-à-dire sur la côte ouest du Canada, en 1946. Il est toujours vivant et bien vivant. Son premier tableau, en tout cas le premier tableau homologué, date de 1978. Et en 1978, il a donc 32 ans. Et ce premier tableau, c'est celui-ci. Non, pardon, qu'est-ce que je raconte? Non, son premier tableau en 1978, je vous le montrerai plus tard. Là, ce que je vous montre, c'est un tableau de 84, pardon, puisque je prends cette année de 84 comme point de départ. De toute évidence, quand vous... Alors, il faut imaginer aujourd'hui, peut-être que pour vous, c'est tout devenu une chose très banale, Jeff Hall, c'est possible. Enfin, moi, je sais que pour mes étudiants, c'était devenu un peu banal, c'est vrai. Bon. Mais imaginez dans les années 80, quand on est habitué à voir des photos sous Marie-Louise, noir et blanc, ou un peu en couleur, même Stephen Shore. Bon, ça, enfin, qui en plus voyait Stephen Shore en 84. Mais bon, imaginez le choc que c'était de tomber sur un truc comme ça. Et en plus, enfin, vous le savez sans doute tous, c'est sur caisson lumineux, c'est pas une épreuve sur papier. Donc imaginez le choc. Bon. De toute évidence, la personne qui fait cette image s'intéresse au geste et s'intéresse aussi à ce qu'il appelle les petites actions. Et là, il y a un texte très beau. Les petites actions contractées, les mouvements corporels involontairement expressifs qui se prêtent si bien à la photographie, voilà ce qui reste dans notre vie d'aujourd'hui de l'idée ancienne de geste en tant que forme corporelle, picturale de la conscience historique. C'est quand même un texte formidable. C'est-à-dire que l'homme moderne, il a des gestes réduits par rapport aux grands gestes baroques, aux grands gestes de la peinture, de la tradition picturale. C'est une idée toute simple, mais que je trouve très juste. Et en tout cas, admettons même qu'elle ne soit pas juste, elle permet à Jeff Hall de faire des images formidables, dont celle-ci. Parce que, vous savez, les artistes, parfois, ils ont des idées bizarres, notamment sur le plan historique. Simplement, c'est des images, c'est des idées qui leur permettent de faire des choses. Et s'ils n'avaient pas ces idées bizarres, peut-être qu'ils manqueraient d'un support spéculatif. Alors, Jeff Hall est vraiment un artiste de la spéculation intellectuelle. Alors, disons moins aujourd'hui que dans les années 80. Mais bon, on pourrait en discuter. Donc, petit geste, parfaite gerbe dessinée par le lait. Pour la petite histoire, il a fait 20 prises de vue. Chaque fois, quelqu'un devait sécher. Il faut que je prenne une pastille, pardon, parce que je suis très enrhumé. C'est pas le Covid, c'est juste un bon rhume. Ouais.
Oui, donc qu'est-ce que je disais? Oui, il fallait que quelqu'un sèche le sol pour la prise de vue suivante. Parce que ce qu'il voulait, c'était, vous voyez, cette gerbe comme ça, que le lait qui jaillit comme ça comment on appelle ça, la brique, hein, on dit ça, je crois, la brique de lait, que le lait qui jaillit comme ça forme une sorte de panache, vous voyez, cette idée du panache, vous voyez, le panache. Quand on dit de quelqu'un, il a beaucoup de panache, vous voyez. Donc, alors évidemment, il y a une ironie. Le type, vous voyez, est assez farouche, il n'a pas de chaussettes, on le sent, il est quand même furieux. Il se passe quelque chose dans sa vie, là, qui le dérange beaucoup. Il y a une rage intérieure et ce lait qui jaillit, c'est ça, c'est l'expression, en fait, l'expression, au sens propre, hein, exprimé, hein, c'est l'expression, et le geste, c'est un geste d'expression, c'est l'expression de cette rage intérieure. Voilà. Donc, magnifique image avec une magnifique, en plus, un décor formidable, hyper travaillé. Un décor trouvé, c'est pas un décor à ma connaissance, mais parfois je confonds, fabriqué. Celui-là est trouvé. On peut commenter des heures, je l'ai fait d'ailleurs dans des cours, la composition. Les moindres détails sont calculés. C'est une chose d'ailleurs qui a été parfois reprochée à Jeff Hall, de trop calculer tout, de ne pas laisser assez de place à l'improvisation, au hasard. Il se défend de cette accusation. En tout cas, de toute évidence, il y a derrière une image comme celle-ci un modèle qui n'est pas photographique, mais qui est cinématographique. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure, ce rapport photo-cinéma. Pour Jeff Hall, il y a de la photo dans le film. Les images du film sont des photographies. Et il ne distingue pas la photographie statique, immobile, et l'image, le photogramme, comme on dit, cinématographique. Dans sa culture, d'ailleurs, quand je l'ai connu, depuis ça a un peu changé, mais l'histoire du cinéma était beaucoup plus importante que l'histoire de la photographie. Dans les années 80. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Il s'est beaucoup informé sur l'histoire de la photographie et il a changé de... Ça l'intéresse beaucoup plus aujourd'hui. Par exemple, Copland, ça l'intéressait pas beaucoup dans les années 80, parce que justement, il n'y a pas beaucoup de voilà. Mais aujourd'hui, ça l'intéresse plus. Alors, cette citation-là que je viens de vous faire est extraite d'un petit texte qui commence avec une sorte d'ingénuité tranquille, comme ça, par l'affirmation « Mon travail est fondé sur la représentation du corps ». Je trouve ça absolument hilarant qu'un photographe puisse se permettre comme ça, dans un texte de 1984, donc écrit pour accompagner cette photo, de balancer comme ça en 84, « Mon travail est fondé sur la représentation du corps ». C'est comique, non? Mais ça dit beaucoup la liberté comme ça de Jeff Hall et son humour aussi. Il y a un humour chez lui qu'on ne perçoit pas suffisamment. Une déclaration comme ça, c'est vraiment tendre les verges pour se faire battre. Dans un certain milieu comme ça, vous imaginez à l'époque de la sémiologie, tout ça, on n'aurait jamais pu dire une chose pareille. Même nous sommes en 84, justement, nous ne sommes plus à l'époque de la sémiologie. Donc dans Milk, le geste est une émission d'énergie et une réaction involontaire qui exprime une contrainte psychique. Le personnage est, vous le voyez, acculé, dos au mur. Hein, il est dos au mur, comme on dit en français. Sa rage explose. Le jaillissement du lait est littéralement, comme je l'ai déjà signalé, l'expression de sa tension intérieure. La violence extérieure qui s'exerce sur lui est invisible, elle est hors champ. Il regarde d'ailleurs hors champ.
nous n'avons que la réponse. Mais cette réponse est mise en place dans le décor et la structure de la composition. La butée du regard correspond, la butée du regard de notre regard, hein, correspond à la situation de ce personnage lui-même, ce personnage, comme ça, qui est acculé. Bon. Alors, la même année, John Copeland fait ses premiers autoportraits. Et vous avez ici Back with Arms Above. Tous les autoportraits ont comme ça un mini descriptif qui permet de les identifier, mais sinon, toutes les images de Copeland sont des autoportraits. Alors, 2-3 précisions. Je ne sais pas si vous êtes aussi familier avec l'œuvre de Copeland qu'avec celle de Jeff Hall, j'imagine que non. C'est pareil? Non, je ne me rends pas compte. Non, parce qu'il y a 10 ans, quand on parlait de Jeff Hall, tout le monde connaissait. Aujourd'hui, je ne sais pas. Quand on dit Copeland, non. Je pense que... En tout cas, John Copeland était né en 1920. Il était anglais. Il est mort à New York, mais avec la nationalité britannique qu'il a conservée. Quand il fait ses premiers autoportraits, notamment celui-ci, il a 64 ans. C'est-à-dire le double de Jeff Hall. Hein. C'est drôle. Jeff Hall a 32 ans. En 84, lui, Copeland, il a 64 ans. C'est quand même pas banal de commencer une œuvre à 64 ans. Bon. Alors, auparavant, il a été peintre à Londres, puis aux États-Unis, peintre abstrait. Vous voyez ici 2 exemples, l'un de 56, l'autre de 60-61. Et puis dans les années 60, il est aux États-Unis, il quitte Londres où il s'ennuie un peu, il trouve la ville trop endormie. Il a envie d'aller voir ce qui se passe aux États-Unis. Cette émigration dans les milieux d'art est assez banale. Hein. Copeland, ça a été précédé d'ailleurs par un grand ami qui s'appelait Lawrence Holloway. Et donc il part aux États-Unis, il ne s'arrête pas à New York, il va sur la côte ouest. Et là, pendant toutes les années 60, 70, jusqu'à la fin des années 70, c'est-à-dire pendant 20 ans, il continue à faire un peu de peinture, comme par exemple ce que vous voyez à droite, mais il enseigne l'histoire de l'art, il écrit sur l'art, donc il est critique d'art, il organise des expositions, il dirige des musées et il crée une revue, la revue la plus importante de l'époque, qui s'appelait et s'appelle toujours, c'est toujours une revue importante, Art Forum. Il crée Art Forum avec un certain Philippe Leider. Donc, vous imaginez, pendant ces 20 ans, c'est une des 10 personnes peut-être les plus influentes comme ça dans le monde de l'art. Mais il a été peu à peu conduit à renoncer à sa création. Et à la fin des années 70, il est très fatigué, il en a marre de tout ça. En plus, l'argent a pris beaucoup trop d'importance dans le monde de l'art. Lui, c'est vraiment un anarchiste. Il n'a vraiment pas envie de jouer le jeu comme ça du pouvoir indéfiniment. Et il veut revenir à l'art. Et il a l'idée d'y revenir, non pas par la peinture, qu'il a arrêtée dans les années 60, mais par la photographie. Je ne connais pas d'autres exemples. Si vous en croisez, dites-moi, d'artistes qui aient d'abord une carrière avec un médium, puis interrompu cette carrière et repris une autre carrière avec une autre carrière artistique avec un autre médium. Hein, et en plus à 64 ans. Bon, c'est quand même assez extravagant. Et pour rien vous cacher, en 84, je suis à New York, je travaille comme ça sur un projet, et l'ami avec qui je travaille me propose un soir d'aller rencontrer Copeland.
et en me disant, tu vas voir, il est très intéressant. Alors, moi, vous imaginez, effectivement, très intéressé de le rencontrer. Et cet ami rajoute, il n'y a qu'un seul problème, c'est qu'il s'est mis à faire des photos. Donc, c'était assez fou quand même. Et moi, j'arrive et puis je vois les 4 premières images, dont celle-ci. Et je tombe par terre. Enfin, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, c'était le même choc. Vous voyez, c'est le choc que j'ai eu devant le premier Jeff Wall que j'ai vu, le choc que j'ai eu là. Enfin, c'est ça, hein, la clé de l'art important. C'est quand il y a vraiment un choc, quoi, quand on sent qu'il se passe quelque chose. Il y a événement, voilà. Après, il y a plein d'autres choses qui sont très intéressantes dans l'art. Hein. Il y a plein d'artistes qui font des choses très bien, mais ça fait pas événement. Voilà, c'est la culture. Voilà. Là, c'est autre chose. Bon. Et donc, il avait choisi de reprendre une activité d'artiste, une activité donc de création, comme on dit, et avec la photo. Alors, il s'intéressait à la photo depuis longtemps, enfin, en tant que critique d'art, qu'éditeur d'Art Forum, il avait beaucoup réfléchi sur la photo, écrit sur la photo, enfin, etc., etc. Je vous montrerai à la fin 2-3 petites choses. Mais là, il s'agit vraiment de la pratiquer lui-même. Et de façon très sérieuse, il apprend donc à faire des images, donc il apprend à faire notamment des portraits. Il y a en France, par exemple, là, au musée du Nouveau Monde à La Rochelle, plein de portraits de lui. Bon. Et c'est à côté, hein, vous pouvez aller les voir. Mais ça, c'est du proto-Coplantz. Hein. C'est Coplantz avant Coplantz, parce que le vrai Coplantz, c'est à partir de ça, à partir de 84, c'est-à-dire à partir des autoportraits. Parce qu'à partir du moment où il trouve que ces autoportraits-là, c'est vraiment la chose à faire, il ne fait plus rien d'autre. Et jusqu'à sa mort donc 20 ans plus tard, c'est ça, 19 ans plus tard, enfin bon, il ne fait rien d'autre que ses autoportraits. C'est-à-dire, il se donne comme sujet exclusif son propre corps. Et back with Arms Above est sans doute parmi les premières images la plus souvent exposée et reproduite. C'est ça sans doute que vous avez dû voir. Si vous avez vu une seule image, c'est celle-ci. Hein. Enfin, il y a de fortes chances. Coplantz a présenté toutes ces images jusqu'à sa mort, donc sous ce titre générique Self-Portrait, sans tiret. Alors, c'est self-portrait, mais self-portrait sans le visage. C'est-à-dire une subversion totale de l'autoportrait. Parce que l'autoportrait, c'est d'abord et avant tout, bien sûr, le visage. Si vous enlevez le visage, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le corps. Donc, mais pour Coplantz, c'est le corps qui importe et pas le visage. Il y avait chez lui une volonté aussi d'impersonnalité, ou si vous préférez, impersonnalité, je ne crois pas que ce soit le bon mot d'ailleurs, d'universalité. Il pensait que son corps était le vecteur d'une force universelle. Et c'est évidemment ce qu'on ressent devant ces images. Il y a une énergie extraordinaire. Le corps capte quelque chose, alors que c'est un corps âgé, que ce n'est pas un corps d'Apollon, ce n'est pas un corps de magazine, hein, c'est même pas un corps de pornographie, c'est rien de tout ça. C'est un corps, mais c'est un corps d'une extraordinaire énergie vitale. Voilà. Et c'est pour ça que c'est pas la mort, c'est la vie, quoi. Ça, j'insiste tellement là-dessus. Tellement de gens voient dans ces images un corps vieillissant, donc la mort. Je trouve ça, j'ai toujours trouvé ça, mais horrible. Enfin, je veux dire, un contresens, mais alors complet. Alors, pendant tout ce temps, il a constitué ce qu'il appelait a body of work. C'est un jeu de mots, hein. Body of work en anglais, c'est la traduction de corpus en français, hein, un corpus, a body of work, une œuvre, un ensemble, voilà, un ensemble organique. Hein. A body of work, c'est un ensemble organique renvoyant aussi au corps. Et là, vous avez
À gauche, un petit livre d'artiste qu'il a publié, comme vous le voyez, en 1987, dans lequel il a rassemblé les images qu'il a faites pendant les 3 premières années. Alors, les images, il les faisait au compte-gouttes. Hein. Au compte-gouttes. S'il y a un point commun là entre Jeff Hall et John Copeland, c'est ça. C'est pas la super production. Hein. Jeff Hall faisait 1-2 images par an dans les années 80, pas plus. Copeland, 3, 4, 4, 5. Et vous voyez aussi à droite, en 2002, un grand livre qu'il a fait pour rassembler, alors là, son œuvre avant de mourir. Il se savait malade, voilà, et il a voulu faire ce livre. Voilà, mais en conservant, vous voyez, cette idée, a body, un corps, hein, avec implicitement a body of work. Et alors, voici une déclaration, un statement de 88 que je trouve magnifique. Lisez-le dans les 2 langues. En français, je me parcours, je m'intéresse à la frontalité, au format, à l'échelle, aux tensions avec les bords, au dessin, à l'idée que l'on peut dessiner avec l'appareil photo. Voilà. Voilà, ça c'est tout. Là, tout est dit. Hein. Vous avez là l'essentiel de l'œuvre. Je me parcours, déjà c'est quand même extraordinaire cette expression. I ramble over myself. C'est quand même assez magnifique. Et ensuite, I'm concerned with frontality, size, scale, edge tension, drawing. The idea that one can draw with the camera. Tout est dit, vous voyez, et notamment cette idée de dessiner avec l'appareil photo, dessiner avec la photographie, que la photographie participe du dessin. Regardez ce que j'ai toujours trouvé magnifique. Ce que je trouve magnifique, vous voyez, c'est ça, quoi. C'est ça qui est toujours magnifique chez lui, cette manière de dessiner comme ça le dessin, c'est le contour, hein, d'abord et avant tout chez lui. Et de toute façon, le dessin, c'est d'abord le contour, qu'on le veuille ou non. Hein. Bon, voilà. Alors après, c'est bien d'autres choses. Mais de toute façon, c'est d'abord le contour. Mais un contour qui peut faire apparaître pas du plein, du vide, par exemple. Et là, c'est ça. Mais c'est aussi l'intervalle. Hein. Donc et là, déjà, vous passez au montage. À partir du moment où il y a de l'intervalle, c'est qu'il y a du jeu possible et en matière artistique, du montage possible. Voilà. Un point commun entre ces 2 artistes, c'est évidemment une certaine dimension énigmatique. Alors, c'est une dimension qui s'est peut-être un peu diluée depuis les années 80. Mais qui était, je vous assure, absolument marqué à l'époque. Ça, c'est évidemment une photographie énigmatique par excellence. Qu'est-ce qui se passe? Et on ne saura jamais, puisque ça se passe hors champ. Cette dimension énigmatique se retrouve aussi dans les autoportraits de Copeland, ne serait-ce que parce que ces autoportraits sont sans visage. Et à qui renvoient ces autoportraits? Quel est ce personnage? C'est là l'énigme, c'est là la question. Qui est, au fond, la personne dont ces images sont censées constituer des autoportraits? C'est quoi ce body of work? Alors, les 2 artistes viennent de la peinture. Je crois que c'est quand même un point tout à fait important à signaler. Mais Copeland s'intéresse au dessin et à la sculpture. Tandis que Jeff Hall s'intéresse au cinéma et s'inspire du cinéma. Cette inspiration cinématographique est particulièrement sensible dans les tableaux des années 80. Il désigne lui-même une tendance dans son travail
il la désigne sous l'adjectif cinématographique. Il dit qu'il y a une orientation cinématographique dans son travail. Et là, vous en avez cet exemple avec une œuvre de 82, donc antérieure de 2 ans à Milk. Voilà. Comme je vous l'ai signalé, et comme vous le devez le savoir, Jeff Fall a choisi pour présenter ses tableaux photographiques une forme très particulière, celle du caisson lumineux. Ah, c'est une scène de racisme. Je crois que c'est assez évident quand même, non? Non? Ah non, c'est pas évident. Ben, c'est un geste raciste. L'homme qui passe là fait ça pour se moquer des yeux en amande du jeune homme là qu'il double. C'est juste un geste raciste. Enfin, c'est une espèce de signe absolument flagrant d'un racisme ordinaire. Un racisme quotidien, le racisme de la rue, pas le racisme des institutions, le racisme ambiant, vernaculaire. À Vancouver, où la population asiatique est particulièrement importante. Très importante. Alors, donc il a choisi pour présenter ses tableaux photographiques une forme très particulière qui est le caisson lumineux. Et il s'en a expliqué. Et là, vous avez aussi une déclaration de Jeff qui est à peu près, presque aussi forte que celle que je viens de citer de Copland, que vous pouvez dans les deux cas. Donc, c'est vraiment des déclarations, des statements que vous pouvez essayer d'enregistrer. Voilà une vue de Milk présentée dans une exposition que nous avions organisée, Elia et moi, au musée de Colmar, Unterlinden, dont on avait refait entièrement la présentation des collections. Et on avait fait pour l'inauguration une exposition dans laquelle se trouvait cette œuvre. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elle était à côté d'une ouverture là, comme ça, gothique, de fenêtre gothique, aménagée par les architectes Herzog et de Meuron, et qui avait une espèce de tension là, formidable entre la lumière comme ça, artificielle au néon du tableau et puis la lumière du jour qui rentrait dans la pièce et qui éclairait la pièce aussi comme venant en fait de l'arrière, elle aussi, mais en l'occurrence l'arrière qui était le dehors. Voilà. Et puis voilà à quoi ça ressemble dans un espace fermé, disons la boîte blanche traditionnelle, quoi. Et là, c'est un accrochage à balles dans ce lieu d'exposition assez étonnant qui s'appelle le Schaulager, également conçu d'ailleurs par Herzog et de Meuron. La déclaration de Jeff Hall, la voici. La fascination de cette technologie tient pour moi au fait qu'elle semble être la seule qui me permette de faire des tableaux, pictures. Alors, maintenant, les Américains ont intégré tableau. Je crois pouvoir dire que je n'y suis pas pour rien. Mais ils disaient, avant, ils n'avaient que le mot picture. Donc, mais je traduis généralement picture, quand il n'y a pas d'ambiguïté, par tableau. De faire des tableaux de manière traditionnelle. Parce qu'au fond, c'est ce que je fais, même si j'espère produire un effet opposé à celui des tableaux réalisés avec des techniques traditionnelles. Il s'agit à la fois de récupérer le passé, le grand art des musées, et en même temps de prendre part, avec un effet critique, à la spectacularité la plus actuelle. Cela donne à mon travail sa relation particulière à la peinture. J'aime penser que mes tableaux sont dans une opposition spécifique à la peinture.
I like to think that my pictures are a specific opposite to painting. Je vous invite à vraiment relever cette phrase, qui est d'une grande précision et qui explique vraiment toute la première période de Jeff Hall. Hein, toute la période, disons, où il réalise ces tableaux à valeur critique qui traitent de sujets de société, etc., etc., avec une forte inscription documentaire, mais une inscription documentaire dramatisée, une dramatisation du contenu documentaire. Dramatisation du contenu documentaire, c'est d'ailleurs une formule que Jeff Hall, dans les années 80-90, employait beaucoup. C'est en fait ça. C'est a specific opposite to painting. Alors, le premier tableau sur caisson lumineux. Cette technologie, hein, c'est bien clair, c'est le caisson lumineux, oui, bien sûr. Le premier tableau sur caisson lumineux de Destroyed Room a été exposé en 1978 dans une vitrine de Vancouver, la ville où il est né, où Jeff Hall est né, vit et travaille. Donc vous avez ici, vous voyez, une vue de l'œuvre vue depuis la rue. C'est très extraordinaire d'ailleurs. Les images de Jeff Hall, quand vous les voyez à travers une vitrine depuis la rue. Là, récemment, il y avait une exposition de lui dans une galerie à Bruxelles, la plus belle exposition de galerie d'ailleurs que j'ai jamais vue de lui. Et le rez-de-chaussée, c'était sur 3 niveaux. Et le rez-de-chaussée, vous pouviez voir depuis la rue. Et ça marchait incroyablement bien. C'est-à-dire comme si les jeux comme ça d'obstacles et de transparence étaient intégrés déjà dans le travail. Alors, ce tableau était, le voici, enfin le voici une reproduction, est inspiré entre autres, de Delacroix, du tableau de Delacroix, visible au Louvre, La mort de Sardanapale. Jeff Hall est un grand admire les peintres du XIXe siècle français, mais aussi Velázquez, la grande référence, comme vous le savez, de Manet. Hein, donc Velázquez, Delacroix, Manet, là, il y a une espèce de triangle magique là, qui obsédait à l'époque Jeff Hall. Donc il s'inspire de ce tableau. Je vous conseille d'aller le revoir si vous n'avez pas bien à l'esprit. C'est effectivement une chose inouïe, quoi. Enfin, Pierre, on peut vraiment rester longtemps devant, hein, parce qu'il y a de quoi faire. Il y a abondance. Là, vous voyez les deux tableaux mis au même format, les deux reproductions, pardon, au même format. Vous voyez qu'il ne reste plus rien de l'argument narratif du tableau de Delacroix. Ce qu'il reste, c'est une structure. Ce qu'il reste, c'est la structure, les lignes de force, la gamme colorée et bien sûr le pathos de la destruction. On peut dire que The Destroyed Room, c'est une figuration des conflits de la vie moderne à travers le prisme du tableau de Delacroix. La cruauté du despote, hein, l'idée c'est le despote Sardanapale, voyez, a ordonné que son lit soit entouré d'un bûcher, quoi. Bon, et donc c'est un sacrifice, un auto-sacrifice, mais il fait tuer les femmes de son harem. Enfin voilà, tout doit disparaître avec lui. Hein, c'est donc une grande opération comme ça de négation narcissique, hein, de narcissisme négatif. Hein, bon,
comme vous le savez, le narcissisme, ça peut être positif, mais aussi très négatif. Là, vraiment, on est du côté du narcissisme destructeur. Et voilà. Et c'est cette dimension de destruction, bien sûr, que reprend Jeffall, y compris dans le titre de Destroyed Room. Sauf que, évidemment, là, il y a aussi une deuxième grande différence. Tout à l'heure, je vous citais le passage sur les petits gestes opposés aux grands gestes baroques. Là, ça se retrouve. Le tableau de Delacroix, c'est en lui-même un grand geste baroque. Tandis que l'image de Jeffall, au contraire, réduit la teneur dramatique et la réduit à une chambre qui est d'ailleurs un décor. On voit que c'est un décor pour une image. Donc, avec l'idée là encore, de l'idée du cinéma. Autre référence pour ce tableau, une petite formation de rock, tendance punk, à laquelle avait contribué Jeffall. Ce n'est pas vraiment une référence, mais disons que le tableau de Destroyed Room est fait à ce moment-là, dans ce contexte. C'est-à-dire que Jeffall, quand il fait The Destroyed Room, pense à Delacroix, mais aussi au punk, et notamment aux vitrines punk. Mais le punk, c'est aussi un mouvement évidemment musical, et Jeffall a contribué, comme d'ailleurs beaucoup d'artistes à l'époque, dans les années 70-80, vous aviez une culture comme ça du garage aussi. Les gens faisaient de la musique dans leur garage, etc. Et c'était très, très, très net, ça, à New York, au Canada, sur la côte ouest. Le groupe auquel il appartenait, vous voyez le nom en bas. Vous pouvez, ça peut être prononcé You Jerk, c'est-à-dire grosso modo pauvre con. Mais vous pouvez aussi le traduire par tu arraches. Hein, voilà. Donc vous voyez, ça se joue entre pauvre con et tu arraches. Hein. Bon, ça résume assez bien la situation. Donc, dans l'image de la chambre détruite se profile l'exubérance d'un studio d'improvisation. Je vous ai dit que c'est un décor. Il y a donc une forme d'ironie et d'auto-ironie. L'énergie que vous voyez à droite, c'est évidemment celle d'une culture adolescente et qui imagine des alternatives à la culture dominante. Jeffall est revenu, bien sûr. C'est aujourd'hui un homme âgé. Enfin, il ne fait plus de musique rock-punk. Ça l'intéresse encore, mais d'assez loin, il faut dire. Mais je rappelle quand même cette dimension parce qu'il ne faudrait pas l'enfermer dans une histoire de la peinture, vous voyez, bien propre, bien muséale, bien patrimoniale. Ce serait quand même un énorme contresens. Et ça ne rendrait pas du tout compte, d'ailleurs, du choc qu'ont produit ces images dans les années 80. En ce qui concerne Copland, évidemment, c'est tout autre chose. Vous voyez, une image noir et blanc, de petit format, et il s'en est tenu au petit format pendant plusieurs années, au moins 4 ans, disons, de 84 à 88. Et vous voyez ici des exemples, voilà, avec toujours cette qualité du dessin. Vous voyez, je vous laisse apprécier. C'est d'ailleurs, il dessinait souvent l'image avant de la faire. Hein, il faisait un petit schéma comme ça. Je me souviens, il m'a montré ça la première fois que je lui ai rendu visite. Il m'a tout de suite expliqué qu'il faisait ces images, qu'il les concevait avec le dessin d'abord, avant de les réaliser. Il tenait à indiquer cette chose, évidemment. Après, il a cessé de le dire.
Mais au départ, il tenait à signaler ça. En revanche, pour lui, le dessin est toujours resté la chose importante derrière la photographie. Donc, ce n'est pas les médias, c'était le dessin. Ce qui est important quand on sait que, par ailleurs, Copland a exposé systématiquement les grands artistes pop, notamment Warhol, avec qui il a été quand même assez lié, Liechtenstein, enfin, etc. etc. Avancer le dessin, c'était quand même aussi une manière de se démarquer d'un art qui pouvait basculer quand même du côté des médias, qui risquait toujours d'être absorbé par les médias. Et je me souviens que ce qui ne lui plaisait pas chez Jeff Hall à l'époque, là, je vous dis une chose vraiment que je n'ai pas dite jusqu'à présent, que ce qui ne lui plaisait pas chez Jeff Hall, c'était précisément ça, cette absorption de l'art par les médias, ce risque que l'art soit absorbé par les médias. Et c'était très intéressant, venant de Copland, venant de quelqu'un qui avait exposé Warhol au début enfin très tôt, qui avait fait la première exposition de musée de Warhol. Vous voyez, voilà, tout ça était quand même très fascinant. Hein. Il faut quand même comprendre que quand on a vécu ces choses-là dans les années 80, on sentait qu'il se passait quelque chose, quoi. Hein. Voilà. Et un débat comme celui-là, ce débat d'ailleurs qui n'a pas existé, Jeff Hall, Copland, que je reconstitue un peu aujourd'hui, mais qui a existé dans ma tête, oui, mais pas en dehors de ma tête. Mais si, ce débat entre ces deux artistes n'a pas vraiment existé. Ce qui a existé, en revanche, c'est ces deux polarités. Et le fait que ces deux polarités existaient, coexistaient, et que ces deux polarités formaient une tension, et une tension vive. Vous savez, l'art a besoin de tension. Tout a besoin de tension, d'ailleurs. Mais a besoin de conflit aussi. Ça ne peut pas être la morne pleine. Hein, c'est pas possible. Un peu, mais pas trop quand même. Bon. Donc, voilà. Pour ça, tout le monde n'est pas bon, tout le monde n'est pas gentil, il n'y a pas que des bons photographes, enfin, etc. etc. Voilà. Là, je vous montre deux photographes qui sont très nettement au-dessus de... voilà. Alors, voilà quand même à peu près à quoi ressemble un accrochage que l'on peut faire aujourd'hui de ces petits formats de l'époque. Vous voyez, c'est tout petit, quoi. Hein. C'est vraiment des petites choses. Alors, il y a une concentration formidable, il y a une densité formidable. Mais enfin, vous voyez, c'est classique, c'est sous Marie-Louise, c'est noir et blanc, etc. Et j'insiste, Copland, au début, ne voulait pas du tout faire autre chose. C'est ça qu'il voulait faire. Ça, c'est le premier texte que je lui ai consacré, qui est paru dans la revue Photographie en 85. C'est le premier texte, d'ailleurs, qui lui a été consacré, qui a été consacré à ses autoportraits en général. Et vous voyez, toutes les références sont des références à la sculpture. Il n'y a pas le dessin. C'est l'erreur de mon texte de ne pas avoir suffisamment mentionné le dessin. Mais je mentionnais donc la référence à la sculpture, et notamment à la sculpture antique. Enfin, à deux types de sculptures. La sculpture archaïque et la sculpture... Non, la sculpture pré-hellénique et la sculpture grecque archaïque. Alors, une grande référence de Copland, quelqu'un qui a vraiment joué pour lui comme un modèle, modèle n'est pas le bon mot, mais enfin une source d'inspiration principale, c'est Brancusi. Copland a étudié les photographies de Brancusi quand il dirigeait le petit musée de Akron, au sud de Cleveland. Il a fait venir de Paris l'exposition des photographies de Brancusi qui avait été conçue par le MNAM, par le Musée national d'art moderne, et il a écrit le texte d'introduction pour la version américaine du catalogue. À l'époque, on ne savait rien aux États-Unis des photographies de Brancusi. On ne savait pas que Brancusi avait photographié lui-même ses sculptures. Vous le savez peut-être, Brancusi refusait que
quiconque autre que lui puisse faire des photos. Il était le seul habilité à le faire. Voilà un exemple parmi d'autres d'une juxtaposition entre une photographie de sculpture de Brancusi par Brancusi et une photographie de Coplans. Le rapport est évident, enfin saute aux yeux. L'image si on peut parler d'image de Brancusi est évidemment formidable, hein, c'est le chef. Vous voyez que ce chef a un côté quand même un peu loufoque, un peu burlesque. Donc vous avez toute une dimension là du burlesque qui est évidemment fondamentale chez Coplans. Il avait une grande passion pour le cinéma. Si quelque chose intéressait Coplans dans le cinéma, c'était le burlesque, justement. Et donc c'est toute la dimension du burlesque, du grotesque, de l'autodérision. Je n'ai pas signalé ici qu'il y a un point commun entre Coplans et Jeffall, c'est qu'ils sont tous les deux juifs. Il y a chez les deux une forte empreinte de l'humour juif, et encore plus d'ailleurs chez Coplans que chez Jeffall. Donc, j'en arrive au tournant de la fin des années 80. Je vais accélérer pour nous laisser un peu de temps de discussion. Les changements importants à la fin des années 80 dans le travail de Coplans, c'est le passage au grand format, c'est-à-dire cette idée que l'image est faite à l'échelle du corps, du regardeur. C'est l'idée du champ pictural, qui est aussi le champ de perception, le rapport entre le champ pictural et le champ de perception. Et puis l'autre grande innovation à ce moment-là chez Coplans, c'est le recours au montage, c'est-à-dire des images multiples, des polyptyques. Alors voici, ça c'est un agrandissement de l'image que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Donc il commence à agrandir un peu ces images. Mais le grand format, c'est pas une image agrandie, hein. Bien sûr que l'agrandissement en photographie, ça existe. Mais le grand format auquel il va ensuite travailler, c'est pas simplement cet agrandissement. Je vous montre ça comme simplement une étape intermédiaire. Voilà, ça c'est le grand format, ça il y a montage, là vous voyez, il y a fragmentation. Le pied est constitué de 4 panneaux. Hein, c'est un montage de 4 panneaux, de 4 fragments, avec l'effet de dissociation aussi. Il y a une ligne continue, le pied est reconstitué dans son unité, mais c'est une unité constituée de 4 pièces, de 4 morceaux, de 4 fragments, et avec l'effet de disjonction d'un fragment à un autre. À la même époque, donc je vous ai dit, j'accélère un peu, à la même époque, Jeffall connaît lui aussi, l'œuvre de Jeffall connaît elle aussi un tournant significatif. Le premier aspect du tournant concerne l'apparition d'une veine straight, directe. C'est-à-dire qu'il ne va plus nécessairement faire de la cinématographie, il ne va plus nécessairement mettre en scène des situations cinématographiques, il va éventuellement faire des images descriptives. Et là, il produit d'ailleurs 3 panoramas absolument magnifiques, pris à Vancouver ou alentours, en 1980 et tirés en 1985. Ça a été le début de... Enfin, non, en fait, ça veut dire qu'il y a toujours eu cette dimension descriptive, puisque c'est des œuvres de 80-85. Simplement, en 90, cette dimension descriptive va prendre de l'importance. Voilà, je m'étais mal exprimé avant. Et ce que je trouve très significatif, c'est que cette dimension descriptive, opposée en quelque sorte à la dramatisation cinématographique, du moins distincte de la dramatisation cinématographique. Ce qu'il me paraît très important, c'est que ça vienne du paysage. Et plus précisément encore,
du paysage traité sur le mode comme ça de cette extension panoramique. Extension panoramique que vous avez aussi ici. Vous voyez? Ça, c'est un point très intéressant. Là, pour le coup, les deux artistes, curieusement, se recoupent dans cette idée de l'importance des orientations fondamentales de notre perception dans l'espace. Hein, l'horizontalité, la verticalité. L'extension horizontale et ou verticale. Et c'est très, très sensible chez les deux artistes. C'est évidemment beaucoup plus thématisé directement chez Copland. Donc, en 89, pardon, Jeff Hall fait cette chose qui est vraiment, alors, peinture, cinéma, hein, même combat. Hein, pour moi, c'est pas un de ses chefs-d'œuvre, simplement c'est une des images où ce nœud de la peinture, disons Caravage, hein, il y a un côté caravagiste dedans, et le cinéma est le plus fort. Et puis là, voilà, il fait des choses comme ça. Alors ça, c'est formidable. C'est pas un diptyque, c'est deux œuvres similaires, mais c'est pas un diptyque. Deux œuvres qui se suivent à quelques, enfin, qui sont faites ensemble. Voilà. Non, je veux dire, The Arrest se suivent immédiatement. Voilà, c'est ça. Et les natures mortes sont faites à quelques mois d'intervalle. Alors, là, on est dans la description, la nature morte. On est très, très loin de la cinématographie. Hein. Bon. Mais chez Copland, chez Jeff Hall, le grand tournant, c'est aussi le fait qu'il commence à utiliser l'informatique. Et la première pièce dans laquelle il utilise l'informatique, c'est celle-ci. Et là, je peux vous dire que, de nouveau, quand j'ai découvert ce machin en 91, je me souviens, c'était chez Marianne Goodman, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je croyais vraiment enfin, en avoir vu de toutes les couleurs avec lui depuis 84. Mais non, en 91, il faisait ça. C'était vraiment surprenant. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un incident urbain. Alors là, on est back, on est de retour dans la cinématographie. Une femme trébuche parmi la foule sur le trottoir d'une grande ville, en se heurtant à un homme allongé. Ça s'appelle stumbling block. Stumbling block, c'est en anglais la pierre d'achoppement. On entend en anglais l'idée de trébuchement, stumbling. Wall interprète un terme de, en fait, psychologie moderne. Alors, cette dimension de la psychologie est très importante. A toujours été fondamentale dans l'œuvre de Wall, alors que John Copland prétendait s'en défaire. En réalité, tous les deux étaient vraiment pris, et le savaient, dans une complexion psychologique particulière. L'expression renvoie à l'idée de blocage psychique. Un trébuchement peut être bénéfique quand le blocage tient moins à une inertie, à une difficulté de mouvement, qu'à la régularité compulsive et aliénante de l'activité dans une métropole affairiste. C'est-à-dire qu'il faut se défaire de cette compulsion. Et c'est cela que permet le stumbling block. Il permet d'interrompre cette précipitation et cette compulsion. Et vous voyez comment le banquier à droite, et d'ailleurs lui-même, l'homme d'affaires, là, déprimé, assis sur le trottoir, a interrompu lui aussi sa course et se trouve comme ça ramené à des considérations peut-être plus profondes. Donc l'homme obstacle, là, celui qui est allongé, c'est un personnage bénéfique. Et vous avez un très beau texte, voilà, une vue rapprochée, c'est d'une poésie merveilleuse, évidemment. Et vous avez un texte où Jeff Hall explique très bien cette affaire. Une autre image où le texte a disparu. Mais c'est pas grave, c'est pas grave.
Non, mais c'est pas grave. Je voudrais finir là quand même. Oui, 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 oui. Autre image où il y a une intervention très forte de l'informatique. Alors ça, c'est une des images les plus extraordinaires, évidemment. Enfin, s'il y avait 4-5 images, elle en ferait partie. 4-5 images clés de Jeff Hall, elle en ferait partie. C'est The Flooded Grave, la tombe inondée. C'est entièrement créé. C'est une œuvre qui a pris 3 ans, 2-3 ans, entièrement fabriquée. Le paysage existe, bien sûr, c'est un vrai cimetière à Vancouver, mais la tombe a été creusée pour l'image. Et ce que vous avez dans la tombe, c'est de l'eau de la mer proche qui a été transportée, etc. Et vous avez, voilà, à quoi ressemble un détail. C'est-à-dire que dans cette tombe, vous avez la mer. Hein, c'est des animaux marins. Bon. Alors, bien sûr, il y a un thème océanique derrière tout ça, évidemment. Mais donc, l'imagerie de Jeff Hall peut aller jusqu'à une pure invention, comme ça, une pure création. On est évidemment très, très, très loin de la photographie documentaire. Mais en même temps, c'est fait avec une très grande précision. Tous ces animaux ont été choisis avec le conseil d'un spécialiste, etc., etc. Par ailleurs, il y a un élément de réalisme. Il suffit de penser que c'est une hallucination. Il suffit de penser que cette image représente l'hallucination de quelqu'un qui, au bord d'une tombe, comme ça, au lieu de voir... voit leur tombe s'ouvrir et au lieu de voir un mort, voit l'océan, la vie de l'océan. Voilà, une hallucination. Et c'est l'argument qu'a avancé Jeff Hall lui-même. Il a dit avoir représenté ici une hallucination. Tout à l'heure, je vous citais le passage où il dit « je représente le corps humain ». Là, il représente une hallucination. C'est assez gonflé quand même, il faut bien le dire. Voilà, alors Copland, c'est tout à fait autre chose. Vous voyez, là, je trouve que le contraste est saisissant. Vous voyez le travail sur le carré, les rapports vertical, horizontal, strictement enfermés dans les limites du carré, avec une typographie d'une sobriété extrême. Voilà le travail sur la verticale, mais avec un effet de paysage. Alors, chez les deux artistes, le paysage, finalement, est très important, et le rapport paysage-corps, corps-paysage. Je pense d'ailleurs que c'est une des grandes orientations de ce qu'il y a eu de mieux dans l'art des années 80, et la photographie particulièrement, cette articulation corps-paysage. Et là, vous le retrouvez ici, bien sûr, dans ce tableau de Copland. Vous voyez, là encore, constitué du montage de 3 éléments, avec donc les effets d'interruption ou de disjonction, comme ça, d'un élément ou d'un panneau à un autre. Ça, c'est sans doute l'un des chefs-d'œuvre de Copland. C'est le fameux upside down renversé. Donc, upside down, c'est-à-dire renversé. Hein, le corps est tête en bas. Voilà comment on l'avait montré à Cherbourg. Et vous voyez à côté, ces 2 toutes petites images de rien du tout, ce sont en fait les originaux. Ce sont les Polaroid, alors des Polaroid grand format qu'on peut voir tout de suite, qui ont permis de faire l'image, le tableau. Mais Copland se tenait beaucoup à ces petites choses. Pour lui, il était très attaché à ça, et tous les gens qui aimaient son travail aussi. Et on a voulu absolument montrer ces petites choses. Vous voyez, pour dire que chez lui, le grand format n'est jamais une solution. D'ailleurs, le grand format n'est jamais une solution, de toute façon. Hein, c'est pas, si vous n'avez rien à dire, c'est pas parce que vous allez le dire en grand que ce sera bien. Alors, voilà. Maintenant, juste des indications. Alors là, toute vitesse pour finir et lancer la conversation. Ce ne sont que des indications. Les quelques artistes auxquels se sont intéressés Copland et Jeff Hall
et les quelques artistes auxquels aussi que l'on peut en quelque sorte placer dans une espèce de mouvance comme ça qu'ils ont pu définir. Ça, c'est l'artiste pour qui, le photographe du XXe siècle, pour qui ils avaient l'un et l'autre un intérêt constant. C'est Walker Evans. Tous les deux avaient étudié, vraiment regardé et étudié Walker Evans. Et je continue moi-même à penser que c'est l'un des 2-3 photographes qu'il faut étudier si on veut s'intéresser vraiment à la photographie. J'ai moi-même fait un livre sur Walker Evans. Pour Jeff Hall, Walker Evans était toujours couplé avec Vols. Vols, le fameux peintre, photographe allemand qui s'appelait Wolfgang Schulze, et dont voici des exemples. Et Jeff admirait tout particulièrement les natures mortes de Vols. Et vous voyez ici à gauche un homme allongé comme ça dans la rue avec des différentes choses comme ça qui parsèment la chaussée. Et puis à droite, l'une de ces extraordinaires natures mortes comme ça de Vols. Alors Vols, ça a été vraiment une très très grande, les photographies de Vols, ça a été une des grandes découvertes des années 80 pour les amateurs de photographie dont j'étais, bien sûr. C'est pour ça que je peux vraiment le dire, parce que je l'ai vécu. Et une autre grande référence pour Copland, mais qui a intéressé aussi Jeff Hall, c'est Hartfield, John Hartfield. Alors Hartfield, en fait, c'est un Allemand qui avait pris un nom anglais par anti-prussianisme au moment de la Première Guerre. C'était un artiste militant, politique, antifasciste, qui adhérait au Parti communiste. Et vous avez ici l'une de ces extraordinaires caricatures, en somme. Et surtout, ce que vous avez, c'est une pratique du photomontage. Ça, c'était vraiment le montage, le photomontage dans sa pratique historique, avec sa dimension, sa recherche comme ça d'un choc qui puisse produire une prise de conscience. Elia considère que cette image-là, particulièrement, est d'une grande actualité. Il suffirait peut-être effectivement de remplacer Hitler par Poutine. Ce qui est pas si difficile. Donc, Copland est allé voir. C'était l'époque de. On est là dans les années 60 quand Copland s'intéresse à Hartfield. Comment 60. Quand Copland, dans les années 60, s'intéresse à Hartfield, il va voir le frère Herzfelde qui était en Allemagne de l'Est. Dans les années 70. Mais non, je crois pas je crois qu'il s'y intéressait déjà dans les années 60. Mais n'importe. En tout cas, quand Jeff Hall, lui, découvre Hartfield, c'est pareil, c'est dans les années 70. C'est d'ailleurs avec les mêmes publications. Enfin, là, pour le coup, les deux artistes qui ont 30 ans d'écart ont eu la même expérience. Et alors, pour Copland, la référence à Hartfield, c'est cette idée que l'image a une capacité comme ça de choc qui n'est pas celle de Paris Match, le choc des photos. Et quant à Jeff Hall, il s'en détourne. Ça l'intéresse beaucoup, puis en fait, il s'en détourne. Il avait imaginé d'écrire un mémoire universitaire sur Hartfield. Il ne le fait pas, et il écrit ce mémoire sur Duchamp. Et ça, c'est très parlant. Il choisit Duchamp contre Hartfield. Vous voyez, bon. Une autre grande référence, ça y est, on arrive au bout. Une autre grande référence pour Copland, c'est évidemment Weegee,
hein. Et là, pareil, on est de nouveau du côté du choc visuel. Une grande référence commune à Jeff Hall et Copland, c'est Robert Smithson. Alors, qu'ils ont tous les deux connu, Copland, évidemment, était très proche de Smithson, tandis que Jeff Hall était un étudiant qui a connu Smithson quand Smithson est passé à Vancouver, parce que Smithson avait fait une intervention à Vancouver. Mais c'était pour les deux une grande référence. Et pour Copland, la mort de Smithson en 1973 a été une catastrophe. Les photos de Smithson, évidemment, sont parmi les choses importantes de l'histoire de la photographie. Et puis, voilà, un photographe qui est assez proche de Jeff Hall aujourd'hui, au point que Jeff Hall l'a exposé à Vancouver, c'est Patrick Fagenbaum. Et vous voyez à droite la couverture du catalogue de l'exposition Fagenbaum organisée par Jeff Hall à Vancouver. Et à gauche, la première image de Patrick Fagenbaum en 1974. Et puis, Marc Pateau, alors là, je dois confesser que j'ai vu ces images en 89, mais que je les ai un peu négligées à cause de Copland. Et quand je les ai revues récemment, je me suis dit qu'elles étaient extraordinaires et qu'il est vraiment dommage qu'à cause de Copland, je n'ai pas eu à l'époque l'idée de les faire circuler plus. Nous sommes évidemment dans quelque chose qui est très différent de Copland, mais en même temps, évidemment, suffisamment proche, je vous dis, pour que la comparaison ait pu jouer contre ces images. Ça, c'est une autre artiste que je trouve absolument extraordinaire, trop peu connue en France, qui s'appelle Marina Ballot-Charmet, qui est une artiste psychanalyste ou psychologue, si vous préférez, de Milan. Et là aussi, elle a beaucoup regardé Jeff Hall, mais aussi surtout Copland. Vous voyez comment se présentent ces images. C'est des fragments du corps, comme ça, vus de très près, des close-up. Alors, il y a aussi une dimension cinématographique, et c'est pourquoi elle a sa place ici. Voici une autre artiste. Je voulais absolument finir sur des indications d'artistes femmes, de femmes artistes, pardon, photographes. Et là, voici une artiste extraordinaire qui m'a fait connaître John. C'est John Copland qui m'a fait connaître Francesca Woodman très tôt, hein, dans 85. Et là, vous avez deux chefs-d'œuvre, enfin, de Woodman. À mon avis, c'est une artiste dont l'œuvre a été malheureusement écourtée, mais très importante. Et voilà. Une autre artiste, là aussi une femme artiste qui a été très proche de Copland, Jane Grover, qui expose d'ailleurs en ce moment, donc il y a en ce moment même une exposition à Paris à la Fondation Cartier-Bresson. Et je vous recommande la visite de l'exposition parce qu'il y a des tirages absolument fabuleux, dont celui-ci que j'avais acheté, comme vous le voyez, pour le FRAC Rhône-Alpes dans les années 80. Parce que dans les années 80, j'ai fait la collection de photographies du FRAC Rhône-Alpes sur le thème du corps. Donc, il y avait Copland, Jane Grover, Hélène Lévite, enfin, etc., etc. Et voici un autre exemple d'image de Jane Grover avec des tirages magnifiques, c'est des tirages platine sur un papier très fin, comme ça. Donc, il y a une qualité absolument fabuleuse. Voilà une nature morte aussi de Jane Grover, où vous pouvez un peu voir, mais en beaucoup plus propre, l'équivalent de Vols, en beaucoup plus propre, bien sûr. Ça, c'est le livre sur Copland. Et puis, à l'intérieur de ce livre, nous avons fait ce type de rapprochement, là encore avec une femme, Imogen Cunningham, un homme, Weston, mais aussi une femme, Imogen Cunningham. C'est une artiste très, très méconnue en France. Il n'y a jamais eu, à ma connaissance, d'exposition importante d'elle. C'est incompréhensible parce que c'est absolument fabuleux. Les images du corps sont extraordinaires. Et j'en ai jamais parlé avec Copland, ou si j'en ai parlé avec lui, j'ai oublié. C'est dommage parce que je ne peux pas vous dire, je ne peux pas être sûr qu'il l'ait vu. Mais je ne vois pas comment il ne l'aurait pas vu, étant donné qu'il a vécu si longtemps sur la côte ouest et qu'elle était, avec Weston, une des grandes figures de la photographie sur la côte ouest. Donc il a forcément vu ces images. Et puis bien sûr Hélène Lévite. Alors Hélène Lévite, qui est
une grande référence pour les deux artistes, mais surtout pour Jeff Hall, qui, au fond, admet que chez Hélène Lévite, il y a un sens du mouvement, une liberté, etc., qu'il n'y a peut-être pas chez lui. Et voilà la différence entre Hélène Lévite, les Jeux d'enfants à New York, et Jeff Hall, quand il lui aussi photographie des Jeux d'enfants à Vancouver. L'image est absolument fabuleuse. Hein. Il faut là, vous voyez des reproductions. C'est un artiste dont les images passent absolument pas en reproduction. Il faut toujours voir les originaux. Et en plus, le site que je suis allé voir avec lui est merveilleux, a été merveilleusement interprété. N'empêche que il y a évidemment chez Hélène Lévite une espèce de spontanéité que vous n'avez pas dans cette composition. Et alors, ces deux artistes ont des échos aujourd'hui très importants dans la danse. Et il y a en France aujourd'hui un artiste merveilleux qui s'appelle Xavier Leroy, qui s'est, comme vous le voyez, directement inspiré de Coblentz. Mais Xavier Leroy, c'est fabuleux. Hein. C'est une œuvre en soi tout à fait essentielle dans l'histoire de la danse française, récent. Et puis, voilà encore, vous voyez. Alors, il est un peu plus jeune, évidemment, et un peu plus mince que Coblentz. Mais enfin, le rapport avec ça est quand même saisissant. Voilà, et je termine sur ce rapprochement. Voilà, donc si vous voulez bien, maintenant, on peut parler aussi un peu. Merci beaucoup. En effet, on peut avoir un temps d'échange, de questions que vous auriez. Alors moi, j'en ai une question. Oui. Il y a des images de Jeff Hall où vous avez mentionné le fait qu'elles avaient été faites de manière informatique, en fait, que c'est du montage informatique. Oui. Mais qu'est-ce qui est de l'ordre du montage informatique ? Par exemple, la combinaison des figures. D'accord. Mais par exemple, sur la tombe... Il fabrique chaque figure séparément et ensuite c'est assemblé. Ah oui, ok, ouais. La tombe, si je... Pareil. Il a simplement intégré l'image de la tombe dans l'image du cimetière. Voilà. C'est les deux choses qui ont été collées, qui n'ont pas été photographiées. Et puis après, vous avez des petites retouches. On ne peut pas avoir les c'est du niveau de la retouche. Vous avez des choses qui sont du niveau de la retouche, mais le plus important, c'est la combinaison des éléments. Voilà, c'est du montage numérique. Voilà. Très bien. Bonsoir, j'ai une petite question sur le fait, vous avez notifié plusieurs fois que Jeff Hall travaillait beaucoup avec... vous avez notifié son travail comme étant presque pas du tout documentaire. Et j'ai une question, est-ce que vous le rapprocheriez du style de la fiction documentaire en photographie ? Je ne sais pas ce que c'est que la fiction documentaire. Parce que je sors du festival fiction documentaire à Carcassonne, donc c'est pour ça que je me permets de l'avancer. Ça m'a fait un peu penser à ça. C'est quoi la fiction documentaire ? Alors, la personne qui a inventé le festival fiction documentaire s'appelle Eric Sinatora. Ouais. Il l'a créé en 1986 et le festival, là, c'est la 6e année. D'accord. Et il traduit le terme de fiction documentaire par le fait que des photographes ou artistes en général... Évidemment, ce n'est pas un terme qui a été inventé par le festival, ça a toujours un peu existé, que ce soit dans la peinture ou dans la photographie, mais comme étant le fait que des artistes s'approprient un fait de société et le traitent avec la métaphore, la mise en scène, donc par tout ce qui est fiction. Et moi, j'ai pensé à ça en voyant les photographies que vous nous avez montrées de Jeff Hall. Pourquoi pas Très bien. Non, mais c'était une... Mais attendez. Il faut quand même rajouter que fiction et documentaire, a priori, sont opposés. Hein, exactement, c'est bien l'oxymore. Voilà, donc c'est un oxymore. On associe deux choses contradictoires. Effectivement. Bon, pourquoi pas non, Jeff distingue dans son œuvre deux tendances. Une tendance qu'il appelle cinématographie et une tendance qu'il appelle presque documentaire.
near documentary. Voilà. Donc, vous voyez, lui, il maintient une sorte de partage. Donc, la fiction, elle serait plutôt du côté de la cinématographie, et de l'autre côté, il y aurait le presque documentaire. Mais presque, hein, pas documentaire complètement. Il n'y a effectivement aucune œuvre de Jeff Hall ne prétend à apporter des données documentaires. Voilà, c'est pour ça qu'il a dit presque documentaire. Ok, je vous remercie. Tu peux peut-être parler de la notion de chose vue. Ah oui, alors, par ailleurs, même pour, enfin, que ce soit pour la cinématographie ou pour le presque documentaire, il part toujours, presque toujours, oui. Enfin, je vous ai dit qu'il y a une dimension très spéculative, c'est sûr. Mais ce qui est vraiment formidable chez lui, enfin, ce que personnellement j'apprécie beaucoup, que j'apprécie chez tout le monde d'ailleurs, pas que chez lui, c'est cette conjonction entre la pensée spéculative et l'observation très précise. Et il prétend toujours partir de choses vues. Vous savez l'expression de Victor Hugo, des choses vues. Sauf que ces choses vues, il les retravaille dans une logique complètement spéculative. Voilà. Et donc vous avez toujours cette espèce de balance comme ça formidable entre observation et spéculation. Voilà. Et ça, je crois que c'est vraiment une des clés de l'art en général. Enfin, quand l'art est bon, il y a ces deux choses-là. Sinon, on s'ennuie un peu. Si un art de stricte observation, c'est toujours un peu ennuyeux, puis un art de stricte spéculation qui n'a pas de rapport avec la réalité nous ennuie aussi. Donc, je crois qu'on a besoin des deux. Donc, au fond, il est un artiste très normal, quoi. Voilà, très banal, quoi. Voilà. Un bon artiste banal. Voilà. De ce point de vue-là. D'autres questions? Merci beaucoup. Je me demandais aussi, parmi les arts qu'on a évoqués, donc vous avez terminé sur la danse, oui, qui reprend des figures de Coplans, qui elle-même relevait du dessin. Et je me disais, au fond de Jeff Hall et le théâtre ou le plateau, enfin, la cinématographie et la peinture, vous l'avez montré encore ce soir, c'est tout à fait évident, mais le théâtre est très important. Ouais. Et c'est devenu de plus en plus important. Il se méfiait beaucoup de l'idée de mise en scène. Il l'aime pas du tout. Il n'aime pas du tout l'idée de mise en scène. Moi non plus, d'ailleurs. Et je ne l'emploie jamais, d'ailleurs, pratiquement jamais. Je n'aime pas la photographie mise en scène, d'ailleurs, en règle générale. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Je trouve que c'est très médiocre, en règle générale. Sauf, bien sûr, chez Jeff Hall et quelques autres. Bon, il n'y a pas que Jeff Hall. Mais il se méfiait donc tellement de ça, du théâtre, de la mise en scène et de la théâtralité et tout ça, qu'il niait même le fait qu'il y en avait dans son travail. Et je me souviens, on a beaucoup discuté de ça. Puis un jour, il a cessé de nier la chose. Et du coup, le théâtre est arrivé même sur le plan thématique dans son travail. Donc, dans les dernières années, si vous regardez l'œuvre complète, qui est éditée, hein, c'est facile, vous verrez que le théâtre est arrivé en force. Mais à une époque, il était un peu dans le déni du théâtral. C'est normal quand vous vous méfiez de la mise en scène et que vous voyez. Il faut imaginer aussi qu'il a été pompé, mais imité, mais comme aucun autre photographe depuis longtemps. C'est dément, enfin, la diffusion comme ça. Et donc, pour lui, c'était quand même dur, parce qu'en plus, toutes ces imitations étaient très, très grossières. Puis vous imaginez être associé à, comment il s'appelle, cet artiste-là, Corsia, là, comment il s'appelle Oui. Vous imaginez, c'est redoutable quand même. On n'a pas envie quand même. Ouais, bon, oui. Donc il fallait se protéger de choses comme ça. Oui. Oui. Oui, c'est quoi son nom déjà Corsia, de machin, dit Corsia. C'est dit Corsia, mais alors avant, je sais plus. Oui, moi non plus. Juste une question pour son choix de support entre caisson lumineux et tirage sur papier. Ah oui. Est-ce que ça dépend du sujet? Est-ce que ça dépend de l'effet?
Alors, c'est une question de période, de sujet il a basculé. À un moment donné, il en a eu marre du caisson lumineux. Cette espèce d'ambivalence du caisson lumineux, parce qu'il lui avait été très utile, et je pense que je l'ai à peu près résumé. À un moment donné, il lui a paru une chose vaine et répétitive, et voilà. Et de plus, comme il l'a lui-même plusieurs fois dit, au fond, il avait perdu la bataille contre la photo, parce qu'il était parti, comme beaucoup d'artistes des années 70, il était parti d'une posture anti-photographique. Il ne faut pas oublier quand même que les années 70, c'est l'époque où il y a les photographes purs et les anti-photographes. Hein. La notion d'anti-photographe est présente dans les années 70, dans la mouvance conceptuelle, etc. Et lui, il est de ce côté-là au départ. Il vient de ça, il vient de l'art conceptuel, il vient plutôt de l'anti-photographie. Sauf qu'à un moment donné, il découvre que cette lutte contre la photographie, c'est foutu. Ça ne marche pas, que de toute façon, c'est perdu d'avance. Bon, donc ça lui a permis de faire des images formidables, mais ça ne peut pas continuer. Il ne peut plus pas continuer à penser comme ça qu'il se bat contre la photographie. Donc il admet qu'il fait des photographies. Bon. Alors, pour rien vous cacher, dans nos discussions, ça a été un point important parce que moi, je définissais à l'époque des artistes comme lui ou Coplans justement par l'idée qu'ils n'étaient pas des photographes, mais qu'ils étaient des artistes utilisant la photographie. C'est la grande distinction de l'époque, hein, il ne faut jamais oublier ça. Il y avait les photographes et les artistes utilisant la photographie. Et moi, ma thèse, c'est ce que j'ai écrit assez tôt quand même, dans les années 80, que des artistes comme ces deux-là, et d'autres bien sûr, mais notamment ces deux-là, utilisaient la photographie pour faire des photographies, pour ne rien faire d'autre que des photographies. C'est-à-dire qu'ils n'utilisaient pas la photographie pour faire de la peinture ou de l'art conceptuel. Ils utilisaient la photographie pour faire des photographies. Mais ils n'étaient pas photographes, parce qu'ils utilisaient la photographie, qu'ils ne prétendaient pas être des photographes. Et c'est exactement la posture de Jeff Hall et de Coplans. C'est pour ça qu'ils étaient très exemplaires, parce qu'ils étaient artistes, ils utilisaient la photographie, puis à un moment donné, à peu près au même moment, grosso modo, ils découvrent qu'ils utilisent la photographie, mais qu'ils font des photographies. Et qu'ils l'utilisent pour faire des photographies. Et ça, c'est évidemment ça casse complètement ces oppositions qui ont été vraiment terribles. Enfin, vous savez, quand j'ai fait Walker Evans d'Angram, là, l'exposition que vous avez signalée, c'était incroyable. Hein. D'un côté, vous aviez les historiens de la photo pure et dure qui me disaient « Ah non, 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 tu peux pas mettre ce génie qui est Walker Evans à côté d'un artiste conceptuel comme Dan Graham qui sait pas faire des photographies. » Bon. Puis d'un autre côté, on me disait « Ah ben non, 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 ça, tu peux pas mettre ce merveilleux artiste conceptuel Dan Graham à côté de ce maître comme ça, tout complètement vieillot de l'histoire de la photographie. » Voilà, c'était impossible, quoi. Mais ça allait loin, hein. On m'a refusé des prêts, tout ça. Enfin, et puis après, maintenant, c'est entièrement assimilé. Mais je peux vous dire que c'était incroyable. Et ça, c'était au début des années 90. Donc vous imaginez, dans les années 70. Bon. Et quand je commençais à m'intéresser à la photo, c'était en 75, ben, je peux vous dire que c'était vachement présent. Hein. Je peux vous dire que c'était vachement présent. Donc il a fallu sortir de ça. Il fallait absolument en finir avec ces clivages absurdes. Alors, effectivement, mais il ne fallait pas non plus retomber dans tout le monde est beau, tout le monde est gentil, comme je vous disais tout à l'heure. Parce que dans le monde de la photo, comme dans le monde de l'art contemporain, il y a plein de très, très mauvais photographes. Donc, il ne fallait pas non plus se mettre à tout confondre, etc. Donc, il fallait garder quand même le cap sur ce qui était vraiment créatif, etc. Donc, des artistes qui utilisent la photo, oui, très bien, formidable, mais encore mieux s'ils font des photos. je veux dire des bonnes photos. Des images photographiques qui existent, qui peuvent... Vous savez, une très bonne image photographique, c'est comme une très bonne peinture. Ça existe au-delà des intentions de l'artiste. Puis voilà. C'est assez simple de ce point de vue-là. Donc, tandis qu'une œuvre conceptuelle, un usage conceptuel
entre guillemets, conceptuel de la photographie, souvent, ça se réduit à l'usage, justement. Et passer l'usage, il n'y a rien, parce que justement, il n'y a pas d'œuvre qui puisse dépasser les intentions. Donc, on reste prisonnier des intentions. C'est ça, je me souviens, qui était assez décevant. Du côté de la photographie photographique, la photographie de photographe, ce qui était absolument épuisant, c'était la compulsion. Ce qui était... c'est terrible, quoi. Je veux dire, cette manie qu'ont les photographes à faire des images comme ça. Bon. Donc, le côté compulsif était vraiment terrible. Mais de l'autre côté, ce qui était terrible, c'était la réduction à l'intention, l'instrument qui devient plus qu'un auxiliaire de l'esprit et seul compte l'intention, etc. Et le résultat, on s'en fout. Ou alors on va le conditionner, le résultat, on va le conditionner pour qu'il puisse paradoxalement apparaître comme intéressant artistiquement. Enfin, vous voyez, voilà, c'était ça le problème. On avait un double problème, quoi. Attendez. Oui, mais donc à un moment donné, la forme caisson lumineux ne semble plus pour. Ah oui, pardon, j'ai pas bien répondu à votre remarque. Oui, donc à un moment donné, Jeff Hall a épuisé le charme du caisson lumineux. Mais il a continué à le pratiquer un peu, il n'a jamais complètement arrêté. Mais effectivement, maintenant, grosso modo, il n'en fait plus du tout. Et c'est tout sur papier. Et alors, le grand tournant, c'était la Documenta de 97, où il y avait une immense salle consacrée à Jeff Hall, avec des énormes images noir et blanc, et toute sur papier, et un caisson lumineux représentant des sunflowers, comme on appelle ça, tournesol, dans un pot de fleurs. Et c'était extraordinaire, parce qu'on avait ces énormes images noir et blanc qui étaient comme des espèces de pans gris, comme ça. C'était comme des carlandrés redressés au mur, quoi. Sur le plan comme ça, la perception générale. Et puis après, on pouvait rentrer dans chaque image, évidemment, regarder attentivement. Et il y avait ce contrepoint d'un caisson lumineux, mais petit format, ça qui était formidable. C'est-à-dire que le caisson lumineux, c'était plus un grand caisson lumineux, c'était un petit caisson lumineux. Et puis, il y avait les grands tirages noir et blanc sur papier. Alors là, mais ça, c'est formidable, évidemment. Un artiste qui peut renverser complètement comme ça ses habitudes, et puis donc aussi l'image que les gens se font de son travail. On a quand même été surpris quand on a vu débouler ces choses-là. Mais le résultat était d'une poésie formidable. Il est passé au papier via le noir et blanc, et ensuite il a appliqué. Il a été très impressionné. Le papier pour la couleur. Il a été très impressionné dans l'exposition. Une autre objectivité l'ont beaucoup intéressé les tirages noir et blanc de Craigie Horsfield et de Suzanne Lafont. Il avait été marqué par ces choses-là, et il s'est dit il s'est dit je peux aller dans cette direction. Et il en avait envie. Il avait envie d'aller dans cette direction. Il voulait pas exclure le noir et blanc. Au départ, il faut comprendre que la photographie, la couleur, c'est vulgaire, hein, dans l'histoire de la photo. Donc, mais il y a un moment donné où la couleur était devenue possible. Enfin, je veux dire, c'était devenu et donc le noir et blanc était un peu oublié. Voilà. Et lui, il s'est dit non, c'est pas possible. J'ai envie d'aller voir de ce côté-là. Très brièvement, merci pour ce panorama. Je voulais vous rappeler, Jean-François, qu'en 1989, j'ai présenté à Poitiers au Confort Moderne le jardin-théâtre Bestiarium. Le jardin-théâtre Bestiarium au Confort Moderne à Poitiers, que j'ai présenté. Ah, mais bien sûr. Oui, Dominique Trucot. Bonjour Jean-François. Avant et après Jean-Luc Poulain. On n'a pas le temps, il faut se presser très vite. Mais en tous les cas, il y avait une œuvre fabuleuse qui est à la charnière de ce qu'on vient d'évoquer, à travers Jeff Hall, le cinéma, la théâtralité, le caisson lumineux,
c'était cette tour orange qui reprenait je crois que c'était la Scala de Milan, qu'il avait fait émerger, mis en relief. Et on connaît très peu d'œuvres de Jeff Hall en volume, de sculpture. Il y en a une à Rotterdam, oui. Ben voilà. Et ça, c'est une petite maquette. Voilà. Oui, tu vas trouver. Et donc, c'est drôle parce que cette œuvre charnière semble comment dire, éclairer ce que vous venez d'évoquer. Voilà. Et puis, sinon, oui, alors, cette exposition était très importante à l'époque parce que... Oui, je suis vraiment navrée, mais en fait, il y a une conférence à 20h30 ici. Et donc, c'est un petit peu compliqué, vu qu'on a étendu le temps. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Le prochain rendez-vous, déjà bonne fête à toutes et tous. Et le prochain rendez-vous, c'est le 12 janvier, donc on se retrouve assez rapidement, avec Éléonore Chaline, donc, qui est historienne de la photographie, et qui va nous proposer une conférence sur les éléments pour une histoire contrariée de la photographie. Alors on verra comment on fait des ponts entre les uns et les autres. Et puis si vous voulez acquérir un des livres de Jean-François Chevry, c'est tout à fait possible. Merci beaucoup.